السلام Bonjour. عليكم. اهلا وسهلا. Salam, Sidi. La base. اهلا Ça وسهلا va, vous allez عليك. bien? الحمد لله Allah لله يبارك بارك الله فيك. فيك. Allah يبارك فيك يا Sidi. Merci beaucoup pour Ah, avec plaisir. présence معنا ان شاء الله في هذا الويبينار. يا ربي آمين. إن شاء Nous الله. avons déjà entamé cette série de développement personnel et des soft skills avec les lauréats et les élèves ingénieurs de l'école d'ENSEM en partenariat avec l'association des coachs et conférenciers professionnels de Maghreb. Au passage, nous remercions Hafida Dreyef, qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui. Il souffre un peu. Donc, c'est une occasion de الشفاء العاجل إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله يشفيها. حفيدة elle est fatiguée, d'accord. Exactement. Donc, Inch'Allah Rahman Rahim, on va essayer de se débrouiller seul comme des grands. Bien, donc, aujourd'hui, le thème d'Enna, c'est l'estime de soi. Donc, on aura l'occasion de diffuser directement sur Zoom, mais aussi sur Facebook, le groupe d'Alumni Plus. Comme nous le savons tous, l'estime de soi peut être un levier extraordinaire de développement et d'évolution de carrière dans une entreprise, mais aussi dans la vie privée. Nous pouvons aussi dire en général que s'aimer soi-même, c'est un peu dur. On peut aimer tout ce qui est externe, mais s'aimer soi-même, ça relève des défis. Autre chose, ce qu'on dit في المغرب هو الرفيق قبل الطريق. Donc souvent كنترافقوا مع بعضياتنا مع راسنا وحنا مازال ما عارفينش راسنا مزيان وما عاطينش راسنا القيمه اللي خصنا نعطيوها ليه. Tout à fait, tout à fait. Donc, tout en vous remerciant une autre fois, la parole à Ank. Alors, Allah يخليك, j'aimerais bien ressortir le fichier. Et alors, c'est à quel Vous voulez partager? Je veux partager une présentation. D'accord, donc je vais voir comment on peut faire. Devenir spectateur, nommer animateur. Donc, c'est bon. Vous pouvez le faire maintenant. Ah, d'accord. Donc, c'est bon? Alors, juste une seconde. Juste une seconde, je cherche le fichier et je reviens. Est-ce que vous arrivez à voir l'image? C'est parfait. Parfait. D'accord. Donc, comme vous avez dit, c'est Mrabet, c'est un domaine qui est extraordinaire, je dirais, et qui a fait couler pas mal d'encre de la part de scientifiques, d'écrivains, de psychologues, psychiatres, philosophes, qui est cette estime de soi. C'est un domaine, je dirais, depuis pas mal de siècles, on travaille sur ce domaine-là et jusqu'à présent, beaucoup de psychiatres y travaillent, des scientifiques, des sociologues. Donc, c'est un domaine c'est un thème qui m'intéresse particulièrement et
que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous. D'ailleurs, j'en suis vraiment ravie d'être là avec vous. Et donc, on va essayer de faire un tour d'horizon de l'essentiel qui concerne ce thème-là, à savoir c'est quoi l'estime de soi, ses composantes, les différents niveaux, quels sont les facteurs qui influencent sur l'estime de soi, à quoi nous sert cette estime de soi. Et à la fin, on va essayer de voir quelques pistes d'amélioration de l'estime de soi pour aider vos étudiants à prendre conscience de l'impact des éléments qu'on va voir sur leur niveau d'estime de soi. Donc, quand on parle d'estime de soi, on a tendance à penser aux différents penseurs, les différents créateurs, enfin les chercheurs et les scientifiques et les philosophes qui ont travaillé sur ce domaine-là. Il y en a beaucoup, mais j'ai pensé à vous présenter trois philosophes et écrivains qui ont travaillé sur ce thème-là, notamment Emmanuel Kant. C'est un philosophe allemand du XVIIe siècle. Et lui, il a en fait constaté que les penseurs qui l'ont précédé ont négligé de parler ou d'étudier l'aspect du devoir de l'homme envers lui-même. Pourquoi ça a été négligé? Parce que l'homme de l'époque, il faisait le déni de son bien-être émotionnel, et ceci au nom de l'humilité, au nom du devoir envers autrui. Donc c'est à ce moment-là où il a introduit, ce philosophe a introduit les notions de devoir envers soi et de respect envers soi. Il y a un autre penseur et écrivain roumain qui s'appelle Jules Renard. Lui aussi s'est penché sur ce phénomène-là. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage célèbre, Poil de carotte, où il s'est inspiré de sa vie d'enfant où il était malheureux parce que et il a pris le personnage de l'ouvrage, il était malheureux parce qu'il était mal aimé de la part de tous les membres de sa famille, parce qu'il était différent, il avait les taches de rousseur et il était roux. Donc le seul échappatoire qu'il trouvait, c'était en quelque sorte la ruse. Et ce monsieur-là nous a donné beaucoup d'écrits dans ses journaux, dans son journal intime, où on a compris qu'il était malheureux jusqu'à la fin de sa vie, et il n'a pas pu venir à bout de son manque de satisfaction envers sa personne. Et il y a le troisième, c'est William James. C'est lui qui est le fondateur de la psychologie moderne et de ses principes. Également, il souffrait de problèmes d'estime de soi, et donc malgré son intelligence, il n'a pas su vaincre ce problème d'auto-insatisfaction. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, pas mal de penseurs travaillent sur ce domaine qui est l'estime de soi. C'est très, très, très vaste comme sujet. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Je vais vous citer quelques définitions qui ont été données par quelques psychologues, notamment Rosenberg, qui dit que l'estime de soi est la perception d'une personne de sa propre valeur. Il s'agit du jugement global qu'elle porte sur elle-même. Rother a dit que c'est une croyance qu'a l'individu, qu'il est soit acteur, soit victime des événements de la vie. Et Cooper Smith a dit que
l'estime de soi, c'est l'expression d'une approbation ou d'une désapprobation portée sur soi-même. Elle indique également dans quelle mesure un individu se croit capable, valable et important, bien sûr, dans ses rapports à autrui. On peut résumer et dire que l'estime de soi, c'est l'association de trois éléments, à savoir le jugement subjectif que l'on fait à nous-mêmes, c'est le sentiment que nous associons à ce jugement et c'est le déploiement de ces jugements et sentiments dans notre vie à travers nos actes, nos comportements. Alors, de quoi est composée l'estime de soi? L'estime de soi est essentiellement composée de trois éléments, à savoir l'amour de soi, la vision de soi et la confiance de soi. Et il faut un bon dosage de ces trois composantes pour avoir une estime de soi harmonieuse. Alors, l'amour de soi, c'est en quelque sorte, ça nous ramène à l'amour que nous avons reçu de notre famille, de nos parents, qui sont les premières personnes qui nous ont élevés. Et est-ce que ces parents ont véhiculé l'amour, ont véhiculé la communication, et cet amour-là permet, quand il est renforcé, quand il est bien construit, c'est un amour inconditionnel. Et bien entendu, il ne dépend pas des performances. Il permet de résister à l'adversité, il permet de faire face à certaines difficultés de la vie. Bien entendu, quand un individu vit dans un milieu où l'amour également y règne et on a un retour de la part de cet environnement, bien entendu, cet amour de soi se voit renforcé. Et bien entendu, ça a un impact sur le bien-être de l'individu. C'est intimement lié. La deuxième composante, c'est la vision de soi. Est-ce que nous avons un regard positif ou négatif à notre égard? Est-ce que nous auto-jugeons d'une manière positive ou négative, ou d'une manière, je dirais, constructive? Est-ce que nous auto-jugeons nos forces et nos faiblesses intérieures? Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la vision de soi, c'est ce regard que nous portons à nous-mêmes. Quand on a une vision de soi qui est bien construite, ça nous permet d'avoir des relations satisfaisantes en société. Ça permet aussi à l'individu de conduire et de mener des projets personnels et bien sûr, ça permet également de s'auto-valoriser parce que l'individu a une vision qui est bien constituée. Bien entendu, le contraire va certainement provoquer je dirais, plutôt une dévalorisation et une difficulté à prendre des décisions dans la vie courante. La troisième composante, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, elle s'applique à nos actes, nos comportements. C'est le fait de penser qu'on est capable d'agir d'une manière adéquate dans les situations importantes de notre vie. Donc, ces trois composantes sont intimement liées, elles sont imbriquées, elles sont interdépendantes. Quand on a un amour de soi qui est bien constitué, automatiquement nous avons un regard envers nous qui est positif, donc une vision de soi qui est également renforcée. Et
par la force des choses, on a une confiance en soi qui est renforcée et qui peut nous aider à vivre différentes expériences d'une manière sereine, d'une manière claire et, je dirais, confiante. Alors, quels sont les différents niveaux les différents niveaux de l'estime de soi? En fait, les deux psychiatres, à savoir Christophe André et François Lelore, ont procédé à la classification de l'estime de soi en fonction de deux critères importants, à savoir la hauteur et la stabilité. La hauteur, elle désigne le niveau de l'estime de soi, donc soit haute, soit basse, et la stabilité, elle désigne le degré de solidité de l'estime de soi. C'est en quelque sorte la capacité à conserver un équilibre émotionnel indépendamment des événements ou des regards extérieurs. Ainsi, on peut bien entendu distinguer, comme vous le voyez, quatre niveaux d'estime de soi dans la matrice suivante. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. Donc, vous avez le premier niveau, c'est l'estime de soi haute et stable. Donc, la personne a une image d'elle-même positive. Elle a une estime de soi qui est bien constituée, indépendante du regard de l'extérieur, n'a pas besoin également d'être approuvée ou de l'approbation de l'extérieur pour renforcer sa valeur, et elle est tolérante face aux critiques et elle agit, c'est une personne qui agit adéquatement face à des situations difficiles. La deuxième catégorie, c'est l'estime de soi haute et instable. Ce sont des personnes qui ont une estime de soi, je dirais, une bonne image d'elles-mêmes, mais qui ont une certaine vulnérabilité parce qu'elles basent leurs valeurs en fonction de leur réussite, de leur succès, en fonction de leurs avoirs. Donc, forcément, elles sont intolérantes face aux échecs et face aux critiques. Le troisième niveau, c'est l'estime de soi basse et stable. Ce sont en fait des personnes qui ont une mauvaise image de soi, une très mauvaise image de soi, parce qu'elles sont très sensibles au regard des autres et préfèrent ne pas prendre le risque de vivre des expériences pour ne pas être confrontées à des expériences d'échec ou des expériences difficiles peuvent lui créer de la souffrance. Donc, préfèrent rester dans la zone de confort. Et nous savons tous dans notre entourage, nous avons ce genre de personnes qui préfèrent plutôt ne rien faire. Alors, le troisième niveau, c'est l'estime de soi basse et instable. Ce sont des personnes qui doutent très fortement d'elles-mêmes. Elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Elles ont une certaine fragilité parce qu'elles sont omnubilées par des pensées négatives et des fois elles ont des pensées voire pessimistes à l'égard de la vie en général. Donc ce sont en quelque sorte, c'est une classification juste assez simpliste, mais qui nous permet de se repérer, de voir dans quel niveau nous nous situons. Alors, on va aller creuser davantage pour comprendre pourquoi les personnes jusqu'à présent souffrent de ces
problème d'estime de soi. Donc, on va essayer d'étudier ce modèle-là qui s'appelle le modèle biopsychosocial, qui a été travaillé et donné par Dr Christophe André, et qui dit qu'en fait, il y a 3 facteurs qui influencent notre estime de soi. Le premier facteur, je ne vais pas m'attarder sur celui-là parce que son influence reste, je dirais, minime par rapport aux autres facteurs. Donc, le facteur biologique, il s'agit de tempérament, c'est inné, c'est ce qu'on reçoit dans nos gènes. Et bien sûr, il y a 4 types de facteurs de tempérament, 4 types de tempéraments qui ont été identifiés par les psychologues, à savoir le colérique, le mélancolique, le sanguin, le flegmatique. Et donc, chaque tempérament agit d'une manière différente face à une situation, à des situations de crise ou des situations difficiles ou des situations, des expériences de la vie. Donc, je ne vais pas rentrer dans plus en détail, on peut voir ça par la suite. Vous avez également un deuxième facteur, c'est le facteur psychologique, qui ont des impacts sur la constitution de notre estime de soi. Parmi ces facteurs, on trouve le style d'éducation reçu. Est-ce que nous avons reçu, bien sûr, à l'âge, en étant enfant, est-ce qu'on a reçu une éducation, dans le cadre de l'estime de soi, une éducation encourageante, sécurisante, ou une éducation qui est agressive, qui ne tolère pas l'erreur? Donc, ça impacte fortement notre estime de soi. Et également, le modèle parental que nous avons vu. Est-ce que nous avons vu nos parents face à des situations difficiles agir d'une manière sereine, d'une manière calme, en essayant de trouver des solutions, ou c'est le contraire? À chaque fois, c'est pour gérer des situations difficiles, c'est l'agressivité, c'est l'angoisse, c'est la peur, et ainsi de suite. Donc, ces 2 facteurs agissent fortement sur la constitution de notre estime de soi, parce qu'on crée également des automatismes qui prennent source de ces 2 facteurs. Et vous avez les 3e facteurs, c'est les facteurs sociologiques, et c'est là où on va voir 3 facteurs, à savoir le culte de la performance, on va voir également le stéréotype de genre et l'apparence physique. Ces facteurs-là ont un impact très élevé sur notre estime de soi. Alors, pour la performance, pourquoi je dis culte? Parce que on voit dans nos sociétés actuellement, la performance, elle prend des proportions excessives. D'ailleurs, l'écrivain français Michel Houellebecq avait écrit « Tout le monde, à un moment donné, va avoir l'impression d'être un raté ». D'ailleurs, quand on compare par rapport aux sociétés traditionnelles, dans les sociétés traditionnelles, c'était quand même des sociétés assez figées, assez stables, où il y avait une certaine facilité pour trouver sa place, que ce soit trouver un job ou trouver un conjoint. C'était, je dirais, facile. C'était ça un des avantages de ces sociétés. Il n'y avait pas d'effort considérable à déployer. Par contre, dans nos sociétés, que le docteur Christophe André a appelé, on est dans le marché du jugement social.
nous devons fournir énormément énormément d'efforts pour plaire aux autres, pour essayer de trouver sa place. Donc, oui, performance, essayer de trouver, bien sûr, essayer d'atteindre l'excellence, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de notre bien-être ou au détriment de l'épanouissement, de notre épanouissement. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, j'attire votre attention par rapport à ce point-là. Mais également, il y a ce qu'on appelle les comparaisons sociales. On a tendance à se comparer aux autres, ce qui est totalement naturel. Nous sommes des humains, nous vivons dans une société humaine. Donc, on a tendance à se comparer. Mais quand cette comparaison peut créer des problèmes au niveau, peut nous déstabiliser, c'est là où il faut se poser des questions. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur YouTube une vidéo qui fait ressortir un test très, très parlant. C'est un test réel. Ce sont de jeunes étudiants à qui on a passé des tests d'estime de soi pour savoir l'impact que va avoir sur leur estime de soi quand ils sont mis face à Monsieur Boff, à Monsieur Tout le Monde à Monsieur Tout le Monde qui est jugé inférieur à ses étudiants et leur comportement face à Monsieur Top qui est le gars parfait, et qui est intellectuel et tout, et qui est jugé supérieur à ces jeunes étudiants. Et ben, les résultats sont frappants. C'est que face à Monsieur Top, ces étudiants ont eu un score faible et face à Monsieur Boff, ont eu un score très élevé. C'est ce qui explique que nous avons tendance à se comparer aux autres et on va essayer de voir par la suite comment on peut éviter de se comparer, d'être pris dans le piège de la comparaison. Donc, je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Comme on n'a pas suffisamment de temps, je ne la diffuserai pas. Et vous avez un deuxième facteur, c'est le stéréotype de genre. Le stéréotype, c'est en fait c'est un ensemble de croyances qui sont partagées dans nos sociétés à propos de caractère personnel, généralement des traits de personnalité, mais aussi des comportements, des compétences, des incompétences propres à un groupe de personnes. Et ce sont en fait des informations qui vont être stockées dans notre mémoire au même titre que n'importe quelle information auquel nous pouvons être exposés à n'importe quel moment et lesquelles vont être utilisées en cas de besoin et selon les situations. Les scientifiques et sociologues ont constaté que les tests d'estime de soi faisaient ressortir un score chez la femme qui est inférieur à celui relevé chez les hommes. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, pendant longtemps, les femmes étaient limitées malheureusement dans leurs ambitions sociales. Et bon, heureusement que c'est en train de changer, d'être changé. Et donc, elles étaient limitées dans leurs ambitions sociales, professionnelles, d'abord par leurs parents, puis par la communauté. Et donc, ce stéréotype qui est négatif a un impact sur l'estime de soi de la femme et qui diminue sa performance dans certains cas. D'ailleurs, un garçon, quand il venait discuter concernant ses études, on lui prédisait de faire des études telles que la médecine, la philo, les mathématiques,
Par contre, les filles, on leur prédisait des métiers tels que des études telles que infirmerie, infirmière, couturière. Ce n'est pas pour dénigrer, loin de là, mais ce sont des métiers qui n'ont pas la même reconnaissance sociale. Et d'ailleurs, je vous raconte mon exemple vécu. Moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu aller faire mes études en France. D'ailleurs, j'ai eu le dossier d'inscription à l'université de Dauphine. Mon père a été catégorique. Il a dit non parce que j'étais une fille. Par contre, mon frère, il a eu droit à aller étudier aux États-Unis parce que c'est un garçon et il peut bien sûr aller vivre ses expériences tout seul comme un grand. Mon père a fait ça par amour. Je le remercie, je l'aime beaucoup et je le remercie. J'ai beaucoup de gratitude envers mes parents. Mais c'est un stéréotype qui a créé quelques difficultés et ça m'a pris beaucoup d'efforts et beaucoup de prise en charge de la part de professionnels pour essayer d'enlever l'impact de ce stéréotype sur mon évolution professionnelle, personnelle et professionnelle. Alors, il y a un autre facteur, c'est l'apparence physique. L'apparence physique, comme vous savez, l'apparence physique, elle est liée à l'acceptation sociale parce que on a tendance à toujours rechercher la beauté et on a toujours désiré être beau en raison des avantages sociaux que la beauté nous offre. Mais de nos jours, cela devient une pression quasiment toxique. On a tendance à se comparer à des modèles sociaux parfaits, minces, beaux, que ce soit hommes ou femmes, des jeunes, mais qui ne sont pas représentatifs de la réalité. Et ces modèles nous sont malheureusement imposés par les médias, la télévision, à la télé, dans les magazines, dans les panneaux publicitaires, dans les réseaux sociaux. Bien entendu, il en résulte une certaine insatisfaction qui est croissante envers notre apparence physique. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a que bon nombre de personnes, que ce soit hommes ou femmes, ont tendance à aller faire des opérations esthétiques pour changer leur apparence physique. Donc, ça a un impact, je dirais, négatif. Et je ne sais pas si vous connaissez la poupée Barbie, l'histoire de la poupée Barbie, bien sûr, qui connaît un succès foudroyant, mais depuis pratiquement une cinquantaine d'années, on l'a accusée de rendre les filles, les petites filles américaines anorexiques et de déformer leur image du corps et de la réalité. D'ailleurs, il y a eu un groupe de psychiatres et de féministes qui ont intenté un procès contre la société Mattel qui s'est trouvée obligée de mettre sur l'emballage, au même titre que sur les boîtes de cigarettes, fumer tue, et elle était obligée de mettre cette poupée risque d'affecter le développement psychologique des petites filles. Également, un autre point qui m'a interpellée, c'est chez les adolescents aussi, se voit leur estime de soi menacée lorsqu'ils sont confrontés à des changements de tout genre, psychologiques, physiologiques, émotionnels, et que malheureusement leur environnement immédiat, à savoir
les parents, la famille, les enseignants ne comprennent pas ces changements et donc ne les acceptent pas et ont forcément tendance à avoir des comportements inappropriés vis-à-vis de ces adolescents. Donc, j'attire votre attention par rapport à ça pour être plutôt un appui, un soutien vis-à-vis des adolescents de votre entourage. Donc, on peut dire que, on peut conclure que tout ce qui augmente l'acceptation sociale va avoir un impact, va impacter d'une manière modérée l'estime de soi en l'augmentant, et tandis que s'il y a une baisse de l'acceptation sociale, cela va impliquer une forte baisse du niveau d'estime de soi, notamment quand on est face à des expériences de rejet. D'ailleurs, le meilleur moyen pour faire du mal, je ne vous conseille pas de faire ça, mais juste j'attire votre attention, pour faire du mal à quelqu'un, c'est de le rejeter, l'ignorer, l'isoler. D'ailleurs, dans certaines entreprises qui ne se respectent pas, utilisent ce concept-là, ce qu'on appelle mise au placard, pour pousser les cadres à démissionner. Et ça, c'est malheureusement, ça laisse des blessures psychologiques énormes, de telle sorte, tellement fortes que la victime du rejet, des fois, elle se sent méritée, des fois, elle s'en veut, et bien entendu, on voit son estime de soi complètement déstabilisée. Alors, à quoi nous sert cette estime de soi? Je vais parler de trois principaux rôles que nous apporte en fait cette estime de soi. Le premier, c'est la protection, et la protection face à l'adversité. Elle nous aide à récupérer plus vite quand on a subi une expérience d'échec ou une situation de difficulté. Ça peut être en quelque sorte, elle peut agir comme effet cicatrisant émotionnellement parlant. Et également, elle agit comme, quand l'estime de soi est bien constituée, elle agit comme un facteur d'immunité psychologique. Oui, l'échec rend triste, on est déçu, mais les personnes qui ont une estime de soi équilibrée sont dans la reconstruction. Par contre, celles qui ont une estime de soi basse sont souvent dans la rumination et la tristesse, et des fois, c'est pendant une longue période. Le deuxième rôle, c'est le fait de faciliter l'engagement à l'action d'une manière sereine et sans être freiné par la peur de l'échec. Et nous connaissons tous dans notre entourage des personnes qui préfèrent ne rien faire pour se protéger de la souffrance que peut engendrer cet échec. Le troisième rôle, c'est grâce à l'estime de soi, on arrive à avoir un recul par rapport à la pression sociale. Bien entendu, ça nous permet de nous opposer quand on est dans un groupe. Bien entendu, vous serez des futurs cadres en entreprise. Vous allez pouvoir, quand vous serez vous devez faire un travail d'équipe, vous allez pouvoir vous affirmer, bien entendu, si vous faites un travail sur votre estime de soi. Et donc, un troisième rôle, qui est non des moindres, c'est d'avoir cette facilité
d'action, c'est ce qu'on a dit, d'avoir une rapidité dans la prise de décision d'une manière sereine et d'une manière, je dirais, professionnelle. Alors, comment améliorer l'estime de soi? Bien entendu, on va juste faire un tour d'horizon de quelques pistes de réflexion pour développer l'estime de soi qui peuvent s'articuler autour de deux principaux concepts, à savoir le rapport à soi et le rapport aux autres. Le rapport à soi, bien entendu, c'est un travail qui doit être fait en tenant compte de ces quatre concepts, à savoir la connaissance de soi, l'acceptation de soi, l'auto-valorisation et l'auto-compassion. C'est un travail fastidieux qui doit être fait avant de se pencher sur notre rapport aux autres. D'abord, on se penche sur nous-mêmes. Alors, c'est quoi la connaissance de soi? D'ailleurs, qui ne connaît pas cette célèbre maxime de Socrate, connais-toi toi-même. Donc, on commence d'abord par prendre conscience de notre ignorance de soi. La connaissance de soi, elle est en quelque sorte le socle sur lequel repose votre personnalité. Et en réalité, partout où il y a des lacunes dans la connaissance de soi, c'est vraiment la porte ouverte aux émotions négatives et inhibitrices telles que le doute de soi, le manque d'estime de soi, les peurs, les angoisses. Pourquoi? Parce que s'ignorer, c'est ignorer ce dont on est capable. C'est aussi ignorer toutes les ressources qui sont en nous pour faire face aux diverses situations dans notre vie. C'est aussi ignorer ses limites. On peut avoir tendance à se surestimer ou se sous-estimer. Donc, c'est important de ce point-là de connaissance de soi, et il faut travailler de telle façon c'est en quelque sorte une sorte d'introspection et d'auto-analyse pour essayer d'avoir une image juste de soi, bien sûr à travers la reconnaissance des qualités, la reconnaissance ou également des imperfections, des ressources, aussi des compétences, des faiblesses et des forces. Également, ce travail d'introspection, il permet d'identifier vos besoins, vos désirs et vos attentes, et également de comprendre un peu les émotions qui sont en vous. Et vous pouvez utiliser le test d'estime de soi. C'est un petit test que je pourrais par la suite vous envoyer si vous m'envoyez votre adresse email, juste pour avoir une idée de votre niveau d'estime de soi. C'est important de le savoir. Et également, un travail qui doit être fait pour comprendre et pour découvrir les causes qui gouvernent inconsciemment vos comportements et comprendre bien sûr ces causes-là. Et d'ailleurs, le meilleur outil qui permet ce travail-là, c'est l'outil des drivers. Je vous ai mis une petite cartographie des 5 drivers. Ce sont les croyances que nous avons reçues de la part de nos parents, et ça a été utilisé en analyse transactionnelle par Taïbi Calais, et qui a identifié 5 drivers, à savoir sois fort, fais plaisir, dépêche-toi, sois parfait, fais des efforts. Et en quelque sorte, en identifiant
ces drivers, et chaque personne, elle est bien entendu dominée par un ou deux de ces drivers. Quand on arrive à les identifier, on peut transformer certains de leurs aspects négatifs en aspects positifs. Ça aussi, on peut prévoir un atelier de travail sur ces différents drivers. L'échelle, c'est l'échelle d'estime de soi de Rosenberg. Avec ces résultats, je pourrais par la suite vous envoyer le fichier. Le deuxième concept, et qui est très important, c'est l'acceptation de soi. Avoir une bonne estime de soi ne veut pas dire être parfait. Souvent, on dit « je m'estimerai que lorsque je n'aurai aucun défaut, que lorsque mon corps sera parfait, que lorsque j'aurai une très grande maison ou une très grande voiture ou lorsque je vais travailler dans l'entreprise de mes rêves ». On sait tous que c'est un mauvais chemin car on n'en finira jamais avec ces histoires. Donc, cette acceptation de soi tel qu'on est, tant qu'on est, tel que nous sommes, elle est très importante, mais en gardant en tête l'amélioration, le changement, l'évolution. C'est pas parce que j'ai diagnostiqué et je suis dans l'acceptation de certaines faiblesses que je vais rester comme ça. Il faut que je sois constamment dans l'amélioration pour justement essayer de vivre une vie, je dirais, une vie saine et sereine. C'est une étape préalable pour se permettre à agir et d'une manière, je dirais, sereine et trouver, je dirais, les solutions qu'il faut à n'importe quelle décision. Aussi, un point qui est important, c'est ce rapport que nous avons avec nous-mêmes, ce rapport d'adversité qui est omniprésent. Il va falloir le transformer en rapport collaboratif, gagnant-gagnant, comme si vous avez avec vous quelqu'un d'autre et vous voulez l'aider à réussir. C'est ce que vous allez faire, quitte à signer un contrat moral avec vous-même et un contrat de ce qu'on appelle le rapport collaboratif qui mène vers le succès et la paix. Et bien entendu, déclarer votre responsabilité vis-à-vis des choix et des actions que vous entreprenez. Et vous êtes également responsable de votre bonheur, ne l'oubliez pas. Un point une technique qui est très intéressante, c'est la méditation, c'est le lâcher prise. Pratiquez pour que vous puissiez changer votre regard sur vous-même. Le troisième concept, c'est l'auto-valorisation. C'est ce qu'on appelle la stratégie de positivation. Mettre en évidence ce que vous faites de bien, parce que vous faites beaucoup de choses de bien et vous avez en vous beaucoup de ressources extraordinaires. Mettez-les en valeur, bien entendu, sans se célébrer ni avoir la grosse tête. Et également, chose très importante, c'est essayer de désactiver le processus d'auto-jugement qui est destructeur. Plutôt, encouragez-vous au lieu de vous dévaloriser. Également, un point important, c'est essayer de dominer vos pensées, ce qu'on appelle le schéma, briser le schéma de ces pensées négatives. Quand on reçoit des schémas négatifs, on est en pleine conscience de nous-mêmes,
on brise, on stoppe ces pensées-là et on fait autre chose. Donc, c'est pour ça que je parle de domination, dominer vos pensées négatives parce que elles vous inhibent, elles risquent de vous inhiber et de vous donner ne pas vous aider à prendre des décisions fructuantes. Aussi, réfléchir aux enseignements que vous apportent les difficultés et même les échecs. Un succès, il apporte effectivement de la joie, oui, mais également l'échec apporte même les situations difficiles apportent énormément d'enseignements. C'est quand même un processus d'apprentissage pratique. Dialoguer avec soi, c'est positivement et avec respect. C'est appliquer les concepts de la communication non violente. On essaie maintenant d'apprendre la communication non violente avec nos enfants, avec nos parents, en entreprise, avec nos équipes. Mais d'abord, commencer avec soi et appliquer ce qu'on appelle l'auto-renforcement verbal, tenir au maximum un discours positif et valorisant. Parce que si durant votre enfance, vous avez subi des méchancetés verbales, alors pourquoi continuer le même travail, je dirais, de démolution à notre égard, à cet âge-là, à l'âge adulte. Et cette fois-ci, vous êtes maître à bord, vous avez le contrôle de vous-même. Donc, vous pouvez agir. Et un point aussi important, c'est la pratique de la méditation. Les scientifiques ont trouvé qu'elle donne beaucoup de résultats bénéfiques, notamment dans la réduction de l'autocritique. Le quatrième concept, c'est l'autocompassion. C'est quoi l'autocompassion? C'est la capacité à s'autoconsoler en cas de difficulté plutôt qu'à s'agresser ou à s'insulter. C'est le point fondamental pour le bon fonctionnement de l'estime de soi. C'est se traiter avec douceur, avec gentillesse, avec compréhension. C'est quand un ami vient vous voir pour se plaindre au sujet d'une situation donnée, est-ce que vous allez lui rentrer dedans, lui dire que c'est bien fait pour vous? Non, vous allez l'écouter avec une écoute active, vous allez le consoler, vous allez le réconforter et par la suite, vous pouvez lui donner quelques critiques constructif. Donc, soyez votre meilleur ami, votre meilleur soutien. Établir un bon rapport avec l'échec, c'est ce que je vous ai dit. Essayez de comprendre la situation. Ce n'est pas parce qu'il y a un échec que c'est forcément vous la cause. Non, il peut y avoir diverses causes. Donc, faites ce qu'on appelle un diagnostic de la situation et on est certain, quand on fait ce travail-là, de sortir avec des pistes de solutions. Pratiquez également la communication non violente par amour pour vous. Apprenez aussi à vous remonter le moral, bien sûr, en vous faisant plaisir. On a tendance à faire plaisir aux autres, à leur offrir des cadeaux, à les dorloter. Et nous faisons ça aussi d'une manière, je dirais, par amour pour nous. Faisons-le. Ça, je ne suis pas en train de raconter des histoires, mais ça fait beaucoup de bien. Et essayez d'être reconnaissant pour ce que vous êtes, parce que vous êtes des êtres complets,
complet malgré les défaillances, certains points négatifs, certaines faiblesses, mais nous sommes des êtres complets. Et également pratiquer la méditation et la prière. Bien entendu, il n'y a que la pratique et seulement la pratique qui peut conduire à un véritable changement. Tout ça, il faut le faire au quotidien. C'est un travail journalier. Alors, dans le cadre de nos rapports aux autres, bien sûr, selon que nous vivons des expériences négatives et que nous vivons tout au long de notre vie, il arrive des fois que nous ne montrons pas notre vraie personnalité aux autres par peur de ne pas être acceptés. Je vous dis, respectez-vous, respectez vos attentes et soyez vrais vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, bien sûr, et osez vous affirmer. Et mettez-vous, appliquez ça au quotidien grâce à des exercices. Mettez-vous dans des situations où vous allez vous affirmer, vous allez oser dire non. Bien sûr, il y a l'art et la manière, et tout ça, ça s'apprend. Appliquez ça au quotidien. Mettez-vous en situation où vous allez dépasser vos peurs vis-à-vis des autres. Vous allez pouvoir vous affirmer. Il y a également un autre point, c'est bien sûr maintenir ce qu'on appelle les liens sociaux dans la bienveillance. On aime bien que les autres soient bienveillants, soient compatissants à notre égard, mais il faut qu'on fasse également pareil, qu'on soit bienveillant vis-à-vis des autres. Également, pour dépasser la peur du rejet, parce que le rejet, c'est terrible, mais on peut le dépasser, c'est essayer d'éviter la solitude, de multiplier les différents liens sociaux, les différents réseaux sociaux, des groupes d'amis. Si un lien social est brisé dans un groupe, au moins j'ai d'autres. Donc, éviter la solitude, c'est un phénomène qui ne permet pas le changement, qui ne permet pas l'évolution et l'amélioration. On change grâce à également, ça nous aide d'appartenir à différents groupes d'amis ou de groupes sociaux ou professionnels. Développer ce qu'on appelle l'acceptation des autres. Quand on est dans l'acceptation de soi, forcément, on arrive à accepter les autres avec tels qu'ils sont, avec leurs faiblesses, leurs forces. Respecter aussi respecter les jugements des autres, les critiques quand elles sont fondées, acceptez-les et en tirer des enseignements. Respecter les règles de communication, ça, je ne vais pas vous apprendre ça, tout ce qui est posture, le regard, l'écoute active, la politesse, on a besoin de ces règles pour cohabiter dans notre société. Veillez à être apprécié pour ce que vous êtes et non pour ce que vous cherchez à apparaître. Donc, soyez vrai avec vous-même et avec les autres. Et faites attention au phénomène de comparaison et des compétitions. Oui, on est des êtres humains dont on a tendance à se comparer aux autres. Il y a des fois, c'est utile, mais il y a une panoplie de situations où les compétitions et les comparaisons sont inutiles, notamment dans les entreprises. Cultiver le travail d'équipe, cultiver
la collaboration, l'objectif, travailler dans un objectif commun, notamment dans les entreprises. L'objectif, c'est de s'accroître individuellement, l'équipe également et l'entreprise. Donc, ça ne sert à rien d'avoir cet esprit-là de compétition. Il vaut mieux éviter dans pas mal de cas. Et également pratiquer ce qu'on appelle la gratitude, parce que la gratitude envers le Créateur, envers les autres, la famille, les amis, les enseignants, gratitude, c'est très important. Et je dis, cette gratitude, elle est presque une thérapie. Ça apporte un bien-être à soi énorme, parce que elle provoque la gratitude, elle provoque une prise de conscience que beaucoup de bonnes choses dans notre vie, nous les devons aux autres. Et en plus, ça permet de consolider notre confiance en nous-mêmes. Et cela permet d'élargir nos ressources. Oui, face à l'adversité, on prend conscience que nous ne sommes pas seuls et que tout sera porté sur nos épaules. Non, nous sommes entourés de personnes susceptibles de nous aider, de nous épauler. Donc, les solutions peuvent venir émaner de nous-mêmes, mais donc quand on fait une introspection et quand on agit, mais également peuvent nous venir des autres. Donc, c'est important, ce phénomène de gratitude, pratiquez-le quotidiennement. Alors, en conclusion, on peut dire qu'avoir une estime de soi équilibrée, elle est fondamentale dans notre vie, puisqu'elle permet d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. D'autre part, elle permet de réaliser nos objectifs de vie personnelle, spirituelle, professionnelle, sociétale, avec conscience et bienveillance et respect, et avec respect de soi-même et avec un amour inconditionnel. Donc, rappelez-vous que la première personne qui peut vous traiter avec amour, considération et compassion, c'est bien vous-même. Et sachez que vous n'êtes en rien responsable du fait que votre entourage n'a pas su contribuer au développement de votre estime de soi durant notamment votre enfance. Ces gens-là, c'est les seuls outils qu'ils ont pu utiliser, qu'ils savaient. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir de modifier le regard que vous posez sur vous-même si vous êtes patient et que vous y travaillez. Donc, vous passez à l'action. Donc, la pratique, rien que la pratique, peut conduire au véritable changement. En tout cas, beaucoup de gratitude, beaucoup de remerciements à votre égard pour m'avoir accordé ce temps-là pour aborder ce sujet fascinant. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais bien avoir des témoignages si on a et qu'on peut discuter, ou des questions. Merci beaucoup, Madame Junat, très instructif. J'espère que j'ai pas été trop lente. Non, d'ailleurs, chapeau, vous avez tombé pile à l'heure. Donc, on a fait les 60 minutes de présentation. Merci beaucoup. On va s'exercer un peu en termes de gratitude et on va vous exprimer notre gratitude à nos membres de l'association INSEM Alumni, des lauréats de l'INSEM et aussi des étudiants de l'INSEM. Et aussi, on a bien noté votre généreuse offre qui était de faire quelques tests
à certains de nos étudiants, mais aussi votre proposition de faire un workshop après pour faire une Oui, synthèse et un petit peu faire un retour sur expérience à tout un chacun. avec Donc là, plaisir, oui, oui. avant de passer aux amis, j'aimerais vous poser une question. Lors de votre carrière, surtout dans des postes de direction, est-ce que vous avez l'occasion de côtoyer quelqu'un qui avait beaucoup de compétences et de savoir-faire technique, mais qui avait des défaillances en termes d'estime de soi et ces défaillances ont joué contre lui en termes de développement de carrière? Évidemment, évidemment. Moi, j'ai pratiquement 23 années d'expérience en entreprise et j'ai vu beaucoup, beaucoup de cas de personnes qui ont une très haute estime d'elles-mêmes et d'autres qui ont une très, très faible estime d'elles-mêmes malgré qu'elles ont des compétences techniques très élevées. C'est grâce à l'aide de, notamment quand il y a un bon directeur ressources humaines et qui arrive à détecter ses faiblesses, qui arrive à travailler avec la personne ce genre de faiblesse. Et bien sûr, il y a des cas qui arrivent à dépasser ces problématiques d'estime de soi et arrive à grimper les échelons au sein de l'entreprise, mais il y en a d'autres qui ont, comme j'ai dit, préféré ne pas prendre le risque d'être mis en situation, en situation d'échec et ne pas supporter la souffrance que ça va engendrer. Donc, vous trouvez vraiment, il y a des cas qui me viennent maintenant à l'esprit qui n'ont pas pu évoluer malgré que ce sont des personnes de grande qualité technique et qu'il fallait vraiment faire un travail sur soi pour dépasser dépasser ces problématiques. Et elles n'ont pas évolué, ou s'il y a eu évolution, c'est des petites évolutions. C'est vraiment dommage de s'arrêter à ces problèmes d'estime de soi et d'être freiné dans l'expansion professionnelle. Merci beaucoup pour ces clarifications. Maintenant, si on arrive au constat que j'ai des défaillances en termes d'estime de soi, est-ce que vraiment c'est une fatalité et c'est définitif ou c'est quelque chose qui peut se corriger et comment on peut le corriger? Bien entendu, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé des concepts, conseils de connaissance de soi, acceptation de soi, auto-valorisation et auto-compassion. Ce sont des concepts qui vont nous permettre de changer notre regard envers nous, qui vont nous pousser à améliorer l'estime de soi qui est défaillante. Ce n'est pas du tout une fatalité, du tout, du tout. C'est pour ça que j'ai dit, il faut être patient parce que cette estime de soi, elle a été construite sur plusieurs années. Ben, soit on va faire un travail seul, ce que je ne conseillerais pas, soit on va aller vers un professionnel qui va accompagner cette personne-là à la faire sortir de ce niveau d'estime de soi qui est faible. Donc, c'est un travail qui est profond, une introspection. Donc, on travaille sur soi et on travaille également nos rapports par rapport aux autres. Et on ne peut pas travailler notre rapport par rapport aux autres sans faire le travail sur soi, à savoir l'acceptation, la connaissance de soi, l'auto-valorisation et l'auto-compassion. Du tout, ce n'est pas une fatalité, sauf si
je ne suis pas psychologue ni psychiatre, sauf si il y a un problème physiologique. Ça, c'est de l'ordre de la psychanalyse. Et, et, et là, il y a des professionnels qui peuvent aider la personne dans ce sens. Donc, heureux d'entendre qu'on peut se corriger et corriger ces défaillances. Tout J'ai à une fait, tout question à fait. qui nous parvient de Bouchra Chdadi, qui dit comment les recruteurs repèrent le manque de confiance en soi chez un candidat. Bon, c'est une question qu'il faudra poser au DRH, mais je peux vous dire que moi aussi, en tant que directrice, j'ai été amenée à recruter des candidats. Et bien entendu, il y a beaucoup de techniques qui sont notamment utilisés par les DRH, notamment des tests, les tests d'estime de soi, dans le dialogue avec la personne, on peut détecter qu'il y a quelques faiblesses, notamment le regard fuyant. Il y a beaucoup de techniques qui peuvent nous aider à détecter une personne qui a un problème d'estime de soi. Mais c'est pas parce que c'est en quelque sorte c'est ma philosophie. C'est pas parce que j'ai en face de moi un candidat qui a un problème d'estime de soi que je vais le rejeter. Non, moi je dis non parce que je vais essayer de voir quelles sont les pistes d'amélioration. S'il s'agit vraiment d'une grande problématique telle que la timidité ou la difficulté de parler en public alors que moi j'ai besoin d'un commercial, cette candidate risque sa candidature risque d'être refusée. Mais si j'ai besoin de recruter une personne, dans un poste technique, je base mon choix sur les capacités techniques et un minimum d'estime de soi. Le reste va se développer, bien entendu. C'est le rôle de la direction ressources humaines, c'est le rôle du manager, du leader pour aider ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, parfaitement, merci beaucoup. Donc, au passage, je vous transmets aussi le remerciement et les félicitations de celles et ceux qui nous suivent sur Facebook. Et là, la présentation que nous avons eu l'occasion de suivre aujourd'hui répond partiellement, pratiquement totalement à une question qui revient sur la table très souvent. C'est lorsqu'on pose la question difficile, quelles sont vos qualités? Souvent, le candidat est prêt au du pur parce qu'au préalable, il ne s'était pas préparé à ce genre de questions. Et aussi, la question qui est souvent répétée et qui est encore plus difficile, quels sont vos principaux défauts? Donc, je pense que si on arrive à aller de bout en bout de ce genre d'analyse et d'exercice, on arrivera certainement vers la fin avec des qualités que nous pouvons mettre au devant. Et puis, il y a des pistes d'amélioration que nous pouvons citer lors des entretiens. Exactement. C'est typiquement la problématique de l'estime de soi. Donc, quand elle est, je dirais, défaillante, eh ben, la personne ne sait pas, ne connaît pas, n'arrive pas à reconnaître ses qualités, n'arrive pas à reconnaître ses défauts. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire un travail approfondi au niveau de la connaissance de soi et au niveau de l'acceptation. C'est-à-dire, oui, je reconnais que j'ai certaines qualités, je reconnais aussi que j'ai des défauts. Et alors, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je m'arrête à ce niveau-là ou est-ce que je mets en place un plan d'action pour dépasser ces défaillances et ces faiblesses? Donc, il faut d'abord prendre conscience
prendre conscience de nos qualités et de nos défauts. Donc, si ce travail-là, comme vous avez dit, va être mené avec rigueur, avec patience, la personne finira par se connaître vraiment et développer des capacités pour s'affirmer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle, je dirais, société, que ce soit en famille ou en entreprise ou entre amis aussi. Là, on reçoit une question, c'est un petit peu c'est l'inverse de tout ce qu'on a posé jusqu'à maintenant. C'est la question dit que lorsqu'on a en face de nous une personne qui a une forte estime de soi, comment Oui, peut-on aider cette personne à un petit peu se repositionner dans le cadran des gens normaux? d'accord. Quand on, alors qu'on essaye d'abord de comprendre une haute estime de soi et conjuguée à une stabilité émotionnelle, c'est au contraire, c'est bénéfique. D'ailleurs, c'est le meilleur niveau tel que décrit par Dr Christophe André, c'est le meilleur niveau. Mais quand on a une très haute estime de soi conjuguée à une instabilité émotionnelle, là, on risque d'avoir des personnes qui se sentent supérieures aux autres et qui risquent d'avoir des comportements narcissiques, carrément. Donc, c'est une position qui n'est pas normale, c'est une position anormale. Et il va falloir lui conseiller d'aller faire un travail sur cette partie-là, soit essentiellement être accompagné et pris en charge par des professionnels qui travaillent sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Moi, je pense que nous n'avons plus de questions. Et moi, Merci beaucoup. j'ai quelques réflexions, mais j'aimerais les garder pour une autre occasion, parce que vous avez déjà lancé l'invitation. Moi, je retiens l'invitation, donc on se donne rendez-vous certainement dans un futur proche pour un workshop qui peut se faire après avoir passé quelques tests. Et donc, on aura l'occasion de continuer à débattre sur les points. Avec plaisir, Simradet. Donc, je ne sais pas si vous avez un dernier conseil ou un avis à transmettre à nos étudiants. Ben, les ingénieurs, en fait, parce que j'ai travaillé énormément avec les ingénieurs et dans le cadre dans le cadre de mes fonctions en tant que directeur de développement des projets, notamment des projets immobiliers. Et effectivement, le constat c'est que ces ingénieurs ont une parfaite connaissance technique et ont du mal justement à travailler sur le côté, ce côté-là, estime de soi, bien-être, épanouissement, la communication non violente à leur égard. Ben, il va falloir, et bien sûr tout ce qui est développement personnel, je leur conseille de carrément donner c'est la même importance. Il y a la technicité, oui, mais sans oublier la partie développement personnel, tout ce qui est communication, estime de soi, affirmation de soi, tout ça, il faut travailler. Donc, si ces ingénieurs constatent qu'ils ont certaines lacunes, ils doivent commencer à travailler sur ces faiblesses-là avant d'intégrer une entreprise. Bien sûr, le processus d'apprentissage et d'amélioration et d'évolution va continuer dans l'entreprise, mais il doit d'abord démarrer avant d'aller en entreprise parce que
ce sont des ingénieurs, donc vont être des cadres supérieurs, vont devoir gérer des équipes, vont devoir gérer des projets avec des situations complexes, difficiles. Alors, s'il y a une certaine instabilité à ce niveau-là, en interne, ça va se ressentir. Donc, ils vont avoir du mal à collaborer, vont avoir du mal à gérer la pression la pression du travail ou à gérer la complexité des fois, juste des situations qui n'ont rien à voir avec la technicité. Hein. Merci beaucoup, Madame Junat. Personnellement, j'ai appris énormément de choses avec vous cet après-midi. Je suis ravie, ravie. Donc là, ce que nous pouvons dire, c'est que nous vous exprimons encore une fois nos remerciements, aussi bien à vous qu'aux membres de l'Association des coachs et conférenciers professionnels. Nous sommes très heureux et très satisfaits de cette collaboration que j'espère va perdurer encore davantage pour aider nos étudiants, nos lauréats à mieux appréhender la vie professionnelle et surtout développer un aspect ou un côté qui a très souvent été délaissé, à savoir les soft skills et les compétences interpersonnelles. Donc là, je suis très satisfait et je suis très heureux de continuer ensemble à ouvrir pour encore apporter plus à nos jeunes Marocains, porteurs d'espoir, porteurs d'espoir pour le pays et qui peuvent participer inévitablement au développement de notre pays. Merci beaucoup. Et donc, si vous n'avez pas encore d'autres réactions ou d'autres commentaires, je vous souhaite bonne fin de semaine et bon week-end. Et je n'oublie pas de dire que de souhaiter un bon rétablissement à notre président. Hafida, oui, tout à fait. J'espère reviendra très, très bientôt parmi nous. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, Merci à toute l'assistance. Merci beaucoup.